Amis ennemis, bonsoir. Tribun, saison 2, épisode 14. Top générique. Merci d'être avec nous ce soir, en ce mercredi un petit peu frisquet, on va pas se le cacher, mais on va réchauffer l'ambiance dans vos foyers grâce à Noah et Nicolas, qui sont nos deux invités de ce soir. Ils vont donc, comme c'est de tradition, se présenter. On va commencer par Nicolas. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Loïc, merci de l'invitation. Merci à toi d'y avoir répondu. Donc je te laisse te présenter à notre auditoire. Eh bien, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Nicolas Rondepierre, j'ai 32 ans, je suis conseiller municipal au Rincy et engagé dans le parti Les Républicains. Et Noah. Bonsoir Loïc, bonsoir Nicolas. Noah Nisus, 20 ans, engagé à la France Insoumise chez les Jeunes Insoumis dans les Yvelines. Merci à vous deux pour ces présentations. Pardonnez-nous tout d'abord pour l'incident de la semaine dernière, incident technique indépendant de notre volonté qui nous a empêchés de faire une émission, mais on se retrouve bel et bien de nouveau ce soir et je crois que c'est là l'essentiel. Le sommaire de cette émission, une première partie consacrée à une revue d'actu très chargée ce soir, puis notre camarade Flavien nous fera une chronique, même 2 en 1, ça, incroyable ce soir Flavien, on révolutionne un petit peu l'émission, petite surprise comme ça de début de printemps, et puis la deuxième partie, la joute consacrée donc au transport en commun, vous l'avez vu sur nos posts, stories et publications des réseaux sociaux et autres TikTok. Mais tout d'abord, mon billet d'humeur avec je crois un jingle d'Artagnan. Je vais vous parler, je prends note. Je vais vous parler ce soir d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent que connaître. Matin d'hiver, bise scandinave, brume du nord. Je traverse ces routes urbaines ornées de voitures à la fine couche de glace. Les longues après-midi couchées au soleil près de la tulipe sont révolues. Jusqu'au prochain été, bien évidemment. Un badaud, parmi tant d'autres, j'arrive dans ce hall heureux de ces banalités de regarder un écran. Ce bonheur n'est qu'une illusion d'optique, car de petites lettres blanches arrivent encore à me refroidir. Retardé, supprimé. Hommage donc ce soir à notre bien commun des mortels, le RER, le métro et le tramway, oui, le tramway. Cocasse, non ? Prenons du bon temps ce soir à nous remémorer ensemble les trains bondés, les correspondances loupées, les travaux interminables, sans penser à celles et ceux qui commencent tôt ou qui finissent le boulot tard, ces femmes et ces hommes, de l'ombre dont on enlève des quarts d'heure précieux de vie décente au quotidien. En parlant d'ombre, voici que se profile l'événement du siècle. Paris, sous les feux des projecteurs, mais les feux de circulation, vont-ils, eux, fonctionner ? Pas sûr, chers amis. Car le président de la République lui-même a fait cet aveu. Je le cite, « On ne sera pas au rendez-vous pour les Jeux sur le métro ». Fin de citation. Le Saint-Siège de l'organisation nous aurait donc menti. Encore une fois, je me suis fait, j'en bafouille, avoir quel candide je suis. Mais j'espère que ce soir, messieurs, je ne serai point candide avec vous. Merci de m'avoir écouté. La revue d'actu avec un top jingle. Toujours pas. De semaine après semaine, je me fais encore avoir, mais c'est terrible. C'est pas grave, on va donc enchaîner avec une revue d'actu. Et donc, cette première actu concernant cet ado. Alors, ça date de la semaine dernière, vous l'avez certainement vu dans les médias traditionnels. Ado tué à Viry-Châtillon, et ce commentaire du journaliste Nathan Devers sur CNews qui a cité, je cite donc, « Ces crimes sont aussi vieux que l'histoire de France ». Finalement, il fait pas une sorte de banalité, mais pour lui, ce n'est pas un point aggravant, ce meurtre. Partagez-vous les propos du journaliste ou pensez-vous au contraire qu'il y a une augmentation sensible de la violence et de ses degrés en France ? Nicolas. Je ne partage pas vraiment les propos du journaliste. Alors évidemment, les crimes, c'est pas nouveau, ça existe depuis des siècles, on est entièrement d'accord. Mais il y a quand même c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur qui le disent, il y a quand même une multiplication des crimes, notamment auprès de la jeune génération, parce que là on parle quand même d'une bagarre, alors qui a très très mal fini évidemment avec la mort de cet adolescent de 15 ans.
il y a une escalade dans la violence qui est faite et qui pousse à nous interroger. Les réseaux sociaux jouent aussi ce rôle, puisqu'on voit que ça devient même un phénomène de mode que de filmer des gens qui se tapent entre eux. Je trouve ça d'ailleurs très curieux de filmer quelqu'un en train de taper une autre personne plutôt que de lui porter assistance. Et je pense qu'il y a vraiment une espèce de, je ne vais pas reprendre le terme d'ensauvagement, mais il y a quand même une montée de la violence extrêmement inquiétante dans notre pays, poussée par les réseaux sociaux, et peut-être aussi parce que beaucoup ne se sentent pas inquiétés par la justice. Ça passe peut-être donc aussi par une réponse pénale plus forte. Noah? D'abord, j'aimerais adresser une pensée aux proches et à la famille de Shemseddine qui a été lâchement assassiné la semaine dernière. Et merci de rappeler son prénom d'ailleurs. Voilà. Je partage l'émotion, je partage la douleur. Je m'inscris dans les propos de ce journaliste car ça fait depuis 30 ans, premièrement, que la France, nos gouvernants, tentent chaque année d'imposer des lois plus sévères, plus dures sur des questions de sécurité, de justice et de délinquance, sans grands effets. Et lorsqu'il dit que ces incidents sont vieux comme le monde, je m'inscris dedans. Une violence patriarcale, des parents qui essayent de protéger leurs filles d'éventuelles relations qui rendent des altercations. Tous ces faits sont datés. Ils sont organisés depuis plusieurs décennies. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Aujourd'hui, maintenant dans nos débats, on réagit plus avec l'émotion qu'avec de l'analyse. Et je pense qu'on devrait rajouter de l'analyse, avoir du sang-froid, répondre avec calme et fermeté à ce genre d'événements. Sur la réponse pénale, tu partages le commentaire de Nicolas? Je pense que nos gouvernants, comme je le disais, depuis 30 années, imposent chaque année de plus en plus de lois plus dures, plus fermes contre la délinquance, contre le crime. Et nous, à la France Insoumise, on pense qu'il serait peut-être temps de faire autrement, parce qu'on voit que ça ne marche pas. Comme tu le disais, Nicolas, les crimes et les délinquants augmentent. Ça n'empêche pas que ces actes soient commis. Donc je pense qu'il faudrait faire autrement, notamment par l'instauration d'une police de proximité avec des partenariats, avec de la coopération, avec de l'entraide entre les citoyens, et aussi toutes les questions de surveillance numérique, etc. Je me permets de rebondir. En réalité, je ne partage pas ton analyse, puisque tu dis que depuis des décennies, on est plus ferme, etc. La réalité, elle est tout autre, puisqu'on on a eu la fin des peines planchées, on a empêché la construction de places de prison supplémentaires. Tous ces éléments font qu'on n'envoie pas un bon signal. Alors oui, la police de proximité, etc., pourquoi pas, ça peut s'étudier. Bon, ça existe quand même déjà dans beaucoup de quartiers sensibles avec la présence de ce qu'on appelle des médiateurs. Mais au bout d'un moment, ces citoyens qui ne respectent pas les règles, ils ont besoin qu'on leur remette un cadre. Ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main pour leur dire « Ah, mon petit, attention, etc. » C'est un petit peu ce dont on a l'impression quand la France Insoumise nous propose certaines de ces idées. C'est toujours de l'accompagnement, etc. Alors qu'en réalité, on a fait beaucoup, notamment pour les quartiers populaires. On a mis beaucoup d'argent, etc. Et on se retrouve encore avec une escalade de la violence qui, encore une fois, ne faiblira pas si on n'a pas une réponse pénale forte. Et une réponse pénale forte, c'est appliquer les peines. Je ne dis pas qu'il faut forcément changer la loi. La loi, en vrai, elle est bonne. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse l'appliquer comme il se doit et arrêter de trouver tout le temps des circonstances atténuantes à des délinquants, tout simplement. Noah, dernière réaction avant de Je ne remets pas en cause la gravité de ces actes, ni la gravité des crimes et délits qui sont commis dans notre pays. Cependant, je pense que le cours de l'histoire en France nous montre qu'on doit passer par une justice réhabilitative et non pas punitive. C'est passé par l'abolition de la peine de mort avec Robert Badinter. C'est passé aussi par l'aménagement des peines, justement pour les mineurs. Ça peut aussi donc maintenant passer par des formations aux personnes qui sont détenues, prisonniers. Ça peut aussi aller dans le sens de toute une réinsertion dans la société civile et dans la société professionnelle. Tu restes dubitatif, je reste dubitatif parce qu'encore une fois, je
Je pense qu'il faut plus de fermeté, qu'on a de moins en moins peur, enfin les délinquants ont de moins en moins peur de la police. Au niveau des peines, le problème c'est qu'elles ne sont pas appliquées. Ça décourage énormément, notamment le travail des forces de police qui font un travail remarquable. Moi, j'ai pas peur de le dire. J'ai encore vu récemment en Seine-Saint-Denis, un département que je connais bien pour y être élu, il y a eu toute une série de cambriolages par ce qu'on appelle des mineurs isolés. Au bout du 5e ou 6e cambriolage, on a fini par les attraper à 8h du matin à peu près. À 14h, ils étaient relâchés. 14h, ils étaient relâchés au bout de 5 ou 6 cambriolages. Moi, j'appelle pas ça de la fermeté. Mais moi, j'aimerais poser une question. On prend souvent l'exemple des États-Unis sur des questions de justice punitive, sur des questions de sécurité, de sûreté. Les États-Unis, aujourd'hui, ont le taux le plus haut du monde de prisonniers, et pourtant, ça ne change en rien le niveau de crimes et de délits qui sont effectués aux États-Unis. Et je pense qu'on peut avoir la même image en France. On a des prisons qui sont surpeuplées, nous sommes d'accord, avec des mauvaises conditions pour les prisonniers, avec un manque de chambres, un manque de personnel aussi. Ce qui serait pas arrivé si on avait construit les places de prison, les 20 000 places de prison supplémentaires qui étaient proposées par Nicolas Sarkozy durant son quinquennat. Je pense que ça repasse aussi par de l'investissement massif de l'État. Mais non pas par plus de création de prisons, mais justement, comme je le disais, par une justice réhabilitative, avec des formations, avec un passage aussi aux prisonniers pour qu'ils puissent, comme je le disais, se réinsérer dans la société, parce qu'on pense à la France insoumise que tout le monde peut contribuer à une société plus juste et égalitaire. Ah, mais je dis pas le contraire, mais il faut quand même, au bout d'un moment, remettre des règles. Moi, je prône pas la politique qui est appliquée aux États-Unis. J'ai pas dit qu'il fallait faire comme aux États-Unis. J'ai juste fait un constat qu'on partage forcément, c'est que la violence ne cesse de s'accroître dans ce pays, que les prisons sont remplies et les prisonniers dans des conditions déplorables, effectivement, parce que justement, on n'a pas fait ce travail de construire des places de prison supplémentaires. Et au bout d'un moment, évidemment que derrière, il faut donner une chance. Tout le monde mérite une seconde chance. C'est pas ce qui est fait. Mais avant de penser déjà à leur donner une seconde chance, il faut qu'ils puissent payer leurs dettes à la société quand on fait quelque chose de mal. Encore une fois, je prends l'exemple des cambrioleurs qui ont été relâchés à peine une demi-journée après s'être fait attraper. C'est pas en plus leur rendre service que de les laisser en liberté. Il faudrait peut-être un peu il faut un principe de proportionnalité aussi. Mais un cambriolage, ça ne veut pas une mise en liberté. Je suis d'accord. Messieurs, dis donc, première actu, déjà quelques petites divergences, c'est bien, on va continuer ainsi avec la France insoumise, qui est au cœur de l'actu, mais d'une actu de polémique. Et oui, puisque... Pour pas changer. Pour pas changer, exactement. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, voilà, c'est... Avec une conférence qui devait s'organiser demain avec Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon à l'université de Lille, organisée par l'association pro-palestinienne Libre Palestine. Et on a appris en début d'après-midi que cette conférence n'aura pas lieu. La direction invoque, je cite dans un communiqué, une montée préoccupante des tensions internationales au cours des derniers jours qui se répercutent à l'échelle nationale et locale, tout comme à l'université, faisant référence aux tirs iraniens sur Israël. Messieurs, comprenez-vous cette polémique autour de l'organisation de cette conférence ? Et on va commencer tout naturellement par toi, cher Noah. Je pense que cette polémique est encore instrumentalisée. Sur tes réseaux sociaux, d'ailleurs, tu as posté tout à l'heure en story... En effet, un tweet de François Ruffin qui dénonçait justement l'annulation de cette conférence. Mais je tiens à préciser que cette conférence aura bien lieu à Lille, non pas à l'université, mais elle sera maintenue par Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Donc tous ceux qui nous écoutent et qui sont des alentours dans le Nord, je les invite à participer à cette conférence. Oui, qui aura lieu, la France Insoumise a indiqué qu'elle aura lieu dans un autre endroit. En effet, oui. Maintenant, comme je le disais, je pense qu'il y a une instrumentalisation qui est faite de part des élus des Républicains, notamment Xavier Bertrand, mais tout ce qu'on appelle le soi-disant champ républicain qui va de la Macronie jusqu'au Rassemblement national. Et pour pas changer, on voit qu'il s'allie souvent. Je pense que l'université est un endroit où les consciences politiques s'éveillent, où l'émancipation est le maître mot dans la formation des étudiants. Et je pense que faire intéresser les étudiants à la politique, à la géopolitique et à la situation internationale, je pense que c'est intéressant et c'est important. Et je suis scandalisé par le fait que des pressions extérieures et politiques interfèrent dans cet enseignement. Nicolas.
C'est une question extrêmement importante, je trouve. La semaine dernière, ou il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que dans l'émission, il y a eu un débat sur la liberté d'expression. Moi, je suis évidemment un grand défenseur et un partisan de la liberté d'expression. C'est un peu l'esprit de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous ayez, jusqu'à la mort, pour que vous ayez le droit de le dire. Mais là, il faut quand même contextualiser. Il y a l'idée effectivement, je rejoins ce que tu dis, Noah, c'est ouvrir l'esprit, apprentissage, le débat. Il peut y avoir un débat sur la question, évidemment, du conflit israélo-palestinien. Mais moi, je pense qu'un débat, il ne peut pas être alimenté par la haine. Et en l'occurrence, l'antisémitisme. Parce qu'il faut quand même savoir qui est Rima Hassan. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est quand même une militante, une fervente militante du mouvement palestinien. Ça, c'est son droit. Mais quand elle qualifie les actions du Hamas dans une conférence en novembre dernier, quand on lui demande est-ce que c'est légitime, elle dit c'est vrai. Moi, je ne trouve pas que ça puisse amener un climat serein. Elle milite pour une Palestine de la mer au Jourdain, pour reprendre les termes du Hamas. Et encore une fois, cette conférence, qu'est-ce que c'est ? Elle est organisée par une association qui s'appelle Libre Palestine. Il y a eu tout un débat autour du logo justement de cette association qui laisse à penser qu'il faut annihiler l'État d'Israël. Et moi je pense que, étant donné encore une fois les tensions effectivement qui sont présentes de ce côté du monde, on n'a pas besoin de rajouter de la haine à de la haine. Et si on veut un cessez-le-feu et le calme le plus rapidement possible, je pense que ça passera pas par la France insoumise et encore moins par cette conférence commune entre Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Et d'ailleurs, Lille n'est pas le premier exemple, puisque Jean-Luc Mélenchon a été interdit de conférence il n'y a pas longtemps à Rennes, et Rima Hassan, de son côté, a été interdite de conférence il n'y a pas longtemps à Bordeaux. Encore une fois, la liberté d'expression, c'est important, j'en suis un défenseur, mais la promotion de l'antisémitisme, je pense que c'est pas une bonne idée. Noah, je t'ai vu tourner ta tête plusieurs fois. Là. Non, mais l'argument comme quoi la France insoumise serait antisémite, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je tiens à rappeler que nous avons été le premier défenseur de toute insulte à la haine. Nous combattons toute forme de racisme, que ce soit l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, toutes les discriminations en fait qui touchent la personne humaine et l'individu en général. Pour revenir à Rima Hassan, nous sommes fiers d'avoir Rima Hassan sur notre liste aux élections européennes qui sera conduite par Manon Aubry. Si je puis me permettre, je tiens à préciser que les listes électorales, vous devez vous y inscrire avant le 1er mai. Et je tiens à faire ce rappel pour vous dire d'aller vérifier votre situation électorale sur onvoteinsoumis.fr. C'est important pour faire entendre votre voix. Pour revenir maintenant sur la conférence de Lille et peu de réclame. et de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan, je pense que, encore une fois, c'est une honte. C'est une honte parce que nous avons été les premiers à dénoncer ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Israël est en train de commettre des crimes de guerre. Un génocide, plus de 30 000 morts, il faut le souligner, c'est important. Il est là le problème. C'est que Israël massacre des populations civiles. Et le dire, ce n'est pas être antisémite. Le dire, ce n'est pas soutenir le Hamas. C'est justement se mettre du point de vue du droit international et le suivre et vouloir l'appliquer. Quand on demande à Rima Hamas si les actions du Hamas, en l'occurrence les actions terroristes, on peut les reconnaître comme légitimes, quelle réponse est vraie ? Est-ce que c'est quelque chose de républicain ? La vraie question, elle est là. Je pense qu'il faut poser le débat. Est-ce que la France insoumise est encore dans le champ républicain ? Tu parlais des élections européennes, parlons-en. Le numéro 2 de la liste de Manon Aubry a déposé il n'y a pas longtemps au Parlement européen un amendement fort heureusement rejeté dans lequel il voulait qu'on change la qualification du Hamas, au lieu de la qualifier d'organisation terroriste, il voulait qu'on dise que le Hamas c'était une branche armée palestinienne. Non, je suis désolé, il faut appeler les choses par leur nom. Et quand on voit qu'à la France insoumise, il y a toujours un malaise quand on leur demande est-ce que le Hamas est une organisation terroriste ou non, il y a toujours ce malaise. Quand on n'est pas capable de dire les choses, c'est qu'il y a un problème. Et derrière, ça laisse la place à l'antisémitisme. C'est la stratégie qu'a voulu Jean-Luc Mélenchon, la stratégie électorale, grand bien lui fasse.
Moi, je ne partage pas ça. Je suis de tous les combats, effectivement, contre racisme, antisémitisme, islamophobie, etc. Mais on ne peut pas avoir de double discours. On ne peut pas faire comme le fait la France Insoumise. Nous, on est contre le racisme, Vous avez etc. marché Et avec être incapable de condamner fermement le Hamas et de le qualifier d'organisation terroriste. Je Mais- te rappelle il y a quelques mois que Mathilde Panot, en conférence de presse de l'Assemblée, il y a eu un très gros malaise parce qu'elle était incapable de caractériser le Hamas pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste. Et il y a eu Madame Obono aussi. Ça fait quand même beaucoup. Madame Mais Obono, je suis désolé, on n'a Mathilde pas à Panot, rougir, Rima Hassan. de nos positions. À ce que je sache, ce n'est pas nous, la France Insoumise, qui avons marché à côté du Rassemblement National dans une marche contre Moi, l'antisémitisme. j'ai pas marché à côté d'eux, j'ai marché contre Mais, l'antisémitisme. Aux côtés des membres du J'ai Rassemblement marché National, contre avec des l'antisémitisme. députés, avec Sébastien Chenoux, J'ai marché, avec Marine Le Pen, j'ai marché, mais moi j'ai marché avec contre. Éric Zemmour. J'ai marché contre l'antisémitisme. Et si d'autres veulent marcher dans ce combat, grand bien leur face. Moi, je ne suis pas là pour dire qui est bien ou pas bien dans une manifestation. On a un débat d'ailleurs sur la liberté d'expression. C'est quand même un peu arrangeant quand on nous dit la liberté d'expression, il faut que ce soit ouvert à tous et tout. Et là, de me faire le reproche que des gens auprès desquels je n'ai aucun lien aient pu marcher à côté de moi dans le cadre d'une marche contre l'antisémitisme. Ce qui compte, c'est vraiment ça, c'est le combat contre l'antisémitisme. Et la France Insoumise, j'ai vu quoi ? Je les ai pas vus défiler à la marche contre l'antisémitisme. Parce qu'on refuse de Voilà. s'allier avec le Rassemblement Mais c'est National. pas une avec alliance. une marche. Quand on a marché pour Charlie, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait des gens qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais on a marché pour la liberté d'expression, pour dire non au terrorisme. Là d'ailleurs, il y avait, il me semble, des élus de la France Sauf que le Insoumise. Rassemblement National, justement, dans son histoire, a été fondé par des Waffen-SS. Moi, je suis pas là pour. Non, mais Hmm. il faut le rappeler. Que le Rassemblement National aille une marche, que grand bien lui fasse, mais que nous soyons associés avec le Rassemblement National et dire que nous avons fait la même marche avec des personnes qui, justement, ont été dont le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine et appel à la haine, notamment sur ses propos antisémites, notamment sur les questions des chambres à gaz. Nous refusons d'y être associés. Mais tu vois, là, tu me parles d'un truc. Évidemment, il faut pas le dénigrer. Mais vous le banalisez. Le détail, je le banalise pas. Et le détail de l'histoire, etc. C'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, tu l'as rappelé, a été condamné pour ses propos. Mais là, tu me parles de quelque chose. Quand il fait le détail de l'histoire, on est en 1988. On parle de quelque chose qui a plus de 30 ans. Il l'a Plus de réaffirmé il y 35 a ans. quelques années. Mais on parle d'un monsieur qui a 95 ans. Évidemment que c'est grave. Mais qui a une Mais place je veux dire, politique ce encore monsieur, présente aujourd'hui. bon, il fait plus rien aujourd'hui. Mais bon, au-delà du fait, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les responsables politiques en place, notamment de la France Insoumise, ont refusé de défiler pour dire non à l'antisémitisme, prennent sur leur liste des gens qui flirtent ou ont eu des propos antisémites et ont même des élus, je parlais donc de ce député européen numéro 2 de la liste de Manon Aubry, qui continue d'alimenter l'antisémitisme en prenant systématiquement la haine d'Israël. Et moi, je pense que si on veut résoudre le conflit israélo-palestinien, c'est certainement pas en disant il y a le camp du bien et le camp du mal. Je pense qu'il y a des... Mais c'est en qualifiant les crimes de guerre que fait Israël de génocide. Mais à la France Insoumise, nous condamnons tous les crimes de guerre. Quand le Hamas arrive... Le Hamas, c'est pas des crimes de guerre. C'est Le du Hamas, c'est du le, Hamas terrorisme. le Hamas a été responsable des crimes de guerre, si. Mais le Hamas, ce sont des crimes, c'est du terrorisme. C'est qualifié de terrorisme. Selon le droit international. Selon le droit, bien sûr que c'est Ah oui. défini comme ça. Justement, messieurs, je vais pas faire durer le suspense sur le case cookie qui arrive dans quelques instants, mais bon, vu qu'on est tellement lancé dans ce débat, la troisième actualité, qui est une actualité internationale, est liée à ce qui s'est passé donc en Israël il y a quelques jours avec les tirs iraniens. Et justement, on poursuit le débat. Voilà, c'est pour passer à une nouvelle rubrique, si je puis dire. Qu'en pensez-vous de cette situation internationale délicate L'avenir, comment vous le voyez, vous ? Parce que c'est important aussi de se projeter vers l'avenir. On le fera avec les transports tout à l'heure, mais sur la situation internationale, Nicolas. Oh bah forcément, il faut toujours essayer de garder une part d'optimisme, mais là c'est quand même extrêmement compliqué. L'Iran a fait en réalité ce que Netanyahou espérait depuis un moment, c'est-à-dire de le placer en position de victime. Maintenant, on se retrouve avec une situation extrêmement tendue. On a vu que d'ailleurs les différents ambassadeurs ont été convoqués par l'ambassade d'Iran
suite à cette attaque qui a pu être déjouée. Les États-Unis, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Il y a un flou. Bon, même si on est en période préélectorale, donc enfin de pré-campagne, donc on peut imaginer que peut-être il y aura un statu quo. Mais là, voilà, on est dans une situation qui est quand même extrêmement complexe et sur laquelle surfe notamment Netanyahou depuis plusieurs mois, voire années, pour se maintenir en place. Et là, on vient de légitimer le fait qu'il puisse rester au pouvoir. Je pense que c'est extrêmement inquiétant. Est-ce que Israël va réagir ? Peut-être, peut-être pas, pour laver l'affront, si je lis les titres de la presse. L'idée, c'est que ça puisse se calmer très vite, mais évidemment, en tout cas, c'est pas en rajoutant de la haine à la haine que ça va se calmer. Mais il y a de quoi être inquiet. Noah, peut-être un point d'accord sur ces propos-là. Inquiet aussi parce que la situation telle qu'on la connaît au Moyen-Orient est une situation qui n'est pas stable, qui est depuis 2 mois assez virevoltante. Nous, à la France Insoumise, on est partisans de la paix. Et nous le rappelons, nous continuons à le dire, nous voulons une paix dans cette région-là. Et il faut le rappeler, pourquoi l'Iran a commencé à tirer des drones sur le territoire israélien. C'est parce qu'Israël a bombardé une ambassade à Damas, en Syrie. Le territoire d'une ambassade est considéré comme le pays, en tout cas comme la propriété de ce pays-là. Donc il y a déjà une violation du droit international qui a été commise par Israël. Mais tu vois, ça légitime pas la chose. Maintenant, j'y viens. Nous voulons de l'apaisement dans cette région-là. Et je ne pense pas que le fait d'avoir des avions de chasse britanniques, français, américains pour déjouer ces drones contribue à apaiser cette situation. Parce qu'on tend à un conflit mondial. Bien sûr. Ça a pu contribuer à sauver des vies quand même. C'est peut-être déjà je suis d'accord, mais une bonne chose. Il peut y avoir des risques d'ingérence. Et ça, évidemment. Mais tu vois, c'est ça le problème avec la France insoumise. Le truc, c'est que tu expliques pourquoi l'Iran, c'est important effectivement qu'on sache bien pourquoi l'Iran a attaqué, etc. Mais tu dis c'est parce que Israël, ils ont commencé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Évidemment que c'est grave et je veux dire il faut pas mettre de côté toutes les atrocités qui auront pu être perpétrées pendant le conflit. Mais si on commence déjà à dire ah oui ils ont fait ça, mais parce que il y a ceci, parce qu'il y a cela, on ajoute de la haine à de la haine et pour un processus de paix, de dire que Israël a bombardé une ambassade. Il faudra rendre des comptes et Netanyahou il devra rendre des comptes, on est tous d'accord là-dessus, mais comme le Hamas on espère qu'ils seront éradiqués parce qu'il faut qu'on puisse arriver à une situation d'apaisement, mais commencer à dire ah ils ont fait ça parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, c'est l'escalade et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on se retrouve encore en situation là, Israël qui riposte, peut-être, j'espère que ce ne sera pas le cas contre l'Iran, là effectivement ça risque de devenir de plus en plus chaud et on est dans une situation où il faut vraiment mesurer ses mots, faire attention à éviter l'escalade et l'ingérence, tu as raison, mais il faut arrêter de justifier telle ou telle atrocité parce que Israël aurait fait ceci ou cela. Encore une fois, Israël, s'ils ont commis des choses... On appelle juste au respect du droit international. Ouais, mais il est là tout le cœur du sujet, c'est que Israël ne respecte pas le droit international en bombardant une ambassade. Comme Israël ne respecte pas le droit international en étant coupable de génocide sur tout un territoire. Mais tu vois, encore une fois, moi je contredis pas ça. Mais tu me dis Israël ne fait pas ça, Israël ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Il y a plein de choses où ils sont effectivement, où ils peuvent sans doute avoir des choses à se reprocher, mais j'entends jamais la France insoumise condamner fermement, encore une fois, les actions du Hamas. On l'a fait. Non, pas avec de la fermeté. On les a qualifiés de crimes de guerre. On a encore des otages terroristes. On a encore des otages qui sont retenus par le Hamas, des otages français, au nombre de 2 ou 3, il me semble, corrige-moi si je me trompe. Et c'est important de le souligner. Non, mais c'est ce paradoxe, encore une fois. Tu dis, enfin, la France insoumise dit oui, on veut la paix, c'est tout ce qu'on demande, etc. Mais encore une fois, il y a un décalage entre
le discours et les actes. Tu dis on veut la paix, mais en même temps, c'est compliqué pour la France insoumise de qualifier encore une fois le Hamas pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste. Pareil, vous dites que vous êtes derrière les femmes victimes de féminicides, etc. Et c'est un noble combat, mais on n'est pas capable de sanctionner à la hauteur de son geste Adrien Quatennens, qui est revenu à l'Assemblée, ni vu ni connu, après avoir levé la main sur sa femme. Je vois pas le rapport avec. Mais le problème, c'est ça, c'est le conflit décalage entre les actes, la parole et les actes. À la France insoumise, c'est à chaque fois ça. C'est Dernier faites ce mot, que je messieurs. dis, pas ce que je fais. Dernière réponse de Noah avant de... Je pense que la question d'Adrien Quatennens a déjà été suffisamment traitée comme ça dans les médias. J'aimerais le rappeler qu'aujourd'hui, on a une situation internationale qui est au basculement, qui appelle à la modération, à modérer les propos, à modérer les mots, à modérer aussi les actes, parce que nous sommes aux prémices en fait, d'un conflit géopolitique mondial dont nous ne savons pas l'issue. Et affaire à suivre d'ailleurs, dans quelques semaines, nous organiserons un débat autour de toutes ces situations géopolitiques très 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 instables. Merci messieurs pour cette première partie liée à cette revue d'actu très intense. Et j'accueille maintenant celui dont on reçoit chaque semaine de plus en plus de lettres, de plus en plus de courriers, le Club Flavinou. On a un dossier comme ça, c'est incroyable, il a un fan club, et donc du coup on l'accueille. Monsieur Flavinou, c'est à vous. Mon cher Flavien, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue Nicolas, bienvenue Noah. Je vais juste Bonsoir. en profiter puisque tu es là et que je Go te ahead. vois pour faire une petite publicité à l'image de Noah tout à l'heure pour teaser notre grand débat sur les européennes, l'Euro-débat de la jeunesse qui aura lieu le 21 mai prochain. On aura l'occasion chaque semaine de le rappeler un petit peu comme des messages, des petits messages subliminaux. L'Euro-débat de la jeunesse, donc avec maintes partis politiques, les figures de proue de la jeunesse française qui viendront donc débattre ici à l'Université Gustave Eiffel, mardi 21 mai. Donc on aura l'occasion de vous le rappeler également en story et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Excusez-moi. Et Flavien fait partie de cette équipe de journalistes, rédacteurs, communicants qui seront présents le 21 mai. Donc je tenais à saluer toute cette équipe très brillante. Voilà, je crois que là on Tu as peut raison. le dire et donc c'était le petit moment pour le rappeler. Flavien, je te fais une passe D. Je vais marquer alors. L'Atlético aurait pu en faire plus hier. S'il mais te plaît, je sais, s'il te je plaît, suis mec, c'est désolé. déjà très dur. Je suis désolé. Je sais que les Parisiens sont assez contents, pas tous, malheureusement. Allez, tu vas te rattraper, va. Allez, fils. Donc aujourd'hui, c'est assez spécial parce que c'est le mélange, la fusion de deux chroniques. Ma chronique, donc en bref, et la Minute du Sage. Alors voilà, voici comment ça se passait. Je vais vous présenter des éléments de contextualisation en lien avec le sujet pour que vous ayez, vous, mais surtout les téléspectateurs, des bases solides, voilà, une vision assez générale sur le sujet. Donc ça, c'est ce qui se rapporte globalement à la chronique à la Minute du Sage, pour ceux qui connaissent. Puis tout au long de cette présentation, je vais vous poser des questions qui prendront la forme habituelle, des vrais ou faux, un juste prix, ou des questions tout à fait normales. Chacun donne sa réponse, on fait les scores à la fin, et le vainqueur gagnera toute l'estime légendaire de l'équipe de Tribun. Voilà, comme chaque semaine. Mais vous n'êtes pas les seuls à jouer, parce que nos chers téléspectateurs peuvent aussi participer. Il faut que je rapproche. Pardon, excusez-moi. Je disais donc, oui, chers téléspectateurs, vous pouvez aussi jouer. Alors, c'est la régie qui s'occupera de regarder les scores. Pareil, le vainqueur gagnera un titre honorifique, le viewer d'or, le viewer de la semaine, comme vous voulez. Un titre qui ne sert à rien, strictement à rien. D'Artagnan, prêt pour le décompte ? Parfait, messieurs, est-ce que les consignes sont bonnes ? Ça vous va ? Ah, mais elles sont toujours bonnes avec toi, les consignes. Parfait, commençons. Aujourd'hui, de nombreux moyens sont mis en œuvre pour proposer aux usagers différents types de transports. Vélo, trottinette, voiture, transport en commun, covoiturage, bateau, avion, deltaplane, tout ce que vous voulez, poney, chevaux, hop là. Et cette multitude de possibilités entraîne une multitude de contraintes, d'enjeux et de défis. Au point qu'à travers cette magnifique chronique, je n'aurai pas le temps de tout évoquer. Ainsi, la présentation s'axera sur 3 piliers fondamentaux du sujet. Premièrement, on pourrait s'arrêter sur l'aspect écologique. Lorsque des combustibles sont brûlés comme le pétrole pour produire de l'énergie nécessaire aux fonctions des transports, ils libèrent des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, CO2, et d'autres polluants atmosphériques comme les oxydes d'azote et les particules fines. Les véhicules à moteur, en particulier les voitures, les camions et les avions, sont les principaux responsables des émissions de polluants atmosphériques.
Par ailleurs, les infrastructures nécessaires au transport, telles que les routes, les ponts, les aéroports, peuvent également entraîner une dégradation de l'environnement. En chiffres, graphique à l'appui, les transports, quels qu'ils soient, représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est le secteur qui pollue le plus dans notre pays, comme en témoigne le graphique. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, vous. Les téléspectateurs, je pense que c'est bon, mais ouais. Ça vous va Ça me rappelle sur BFM, tu sais, les Ouais, les politiques qui petits mettent coins, le truc là, on n'y voit strictement rien, mais là on voit un petit peu. Alors en deuxième position, loin derrière les transports, on a l'agriculture avec 19% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc une première source de débat. Comment réformer les modèles existants pour aller vers de nouveaux types de mobilité ? De nos jours, on pousse les usagers à trouver d'autres alternatives à la voiture pour se déplacer, telles que le vélo, le covoiturage, mais surtout, et c'est le sujet de ce soir, les transports en commun, qui sont à l'échelle nationale minoritairement utilisés. Et j'en viens, messieurs, à ma première question. Quel est le pourcentage des actifs en emploi déclarant utiliser la voiture pour rejoindre leur lieu de travail en 2017 ? En 2000. À vos estimations. À l'époque où Hollande était encore président. Oui, Je 2007, laisse, ça commence à remonter. Donc, Je laisse Nicolas commencer. Quelle époque révolue. en pourcentage. Donc de pourcentage en 2017 de Français qui utilisaient la voiture pour aller sur Pour un ceux lieu de qui travail. ont et ceux qui ont travaillé. Je suis embêté, j'ai pas révisé. Vous m'avez fait un petit piège là. Ah bah, c'est pour vous dire, le piège est pour bah vous oui, deux, hein. c'est vrai. Je sais pas, je dirais allez 60%. 60% pour Nicolas. Noah. Je dirais aux alentours de 45%. hein. 45%. En 2017, Alors attends, dans le live on a 75, 82, on a un 82, 45, 90, Je oui, vois c'est 96. très grand écart. 96. Ah bah qui sait. La réponse, 74% de la population. Oh. Noah, tu gagnes le premier point. Félicitations. Il gagne le premier point. Noah, non parce que Nicolas, pardon. C'est vrai que 45, c'est un peu en dessous de 74. Et donc ça fait 16% pour les transports et 10 autres pourcents, la marche, le vélo et d'autres moyens. Donc ça fait quand même 3 personnes sur 4. Hein. Merci mes cours de mathématiques. À titre En d'exemple, 2017. en En 2017, oui. 2017, oui. À titre d'exemple, à Amsterdam, c'est légèrement inférieur, c'est 19% qui utilisent la voiture pour se rendre à leur travail. Alors, on il faut le salue dire, les Hollandaises et Voilà. les Hollandais qui nous regardent ce soir. il faut le dire, il y aura toujours mieux que nous, il y aura toujours pire que nous. Mais si on s'intéresse qu'aux chiffres, on est en retard et on n'est clairement pas un exemple écologique. Le secteur des transports en commun comprend aussi un aspect économique. Les taxes liées au transport permettent à l'État de recevoir environ 50 milliards d'euros. En contrepartie, elle dépense 56 milliards d'euros, graphique à l'appui. Mais au-delà de ces recettes et de ces dépenses, cet aspect économique ne touche naturellement pas que l'État. Si on s'intéresse à l'individu, plus de la moitié des Français déclaraient dépenser plus de 100 euros par mois pour leurs déplacements. Ce budget comprend les tickets de transport, les abonnements, le carburant, l'entretien du véhicule et les frais d'assurance et de parking. 13% des répondants indiquaient même dépenser plus de 300 euros par mois. Bon, ça c'est pour les transports en général. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les transports en commun. Et j'en viens donc à ma deuxième question. Messieurs, combien coûte le forfait annuel destiné aux étudiants de moins de 26 ans résidant en Ile-de-France ? J'ai nommé, messieurs, mesdames, la Pass Navigo. La passe Navigo. La passe, ouais, je panique, donc, c'est pas grave, c'est le stress. Le Pass Navigo, Le sûrement. pass- Annuel. Que t'as appelé tout à l'heure carte Navigo. Oui, que j'appelais des cartes Navigo. Ouais. Tu vois, c'est- Je sais pas, vous dites Pass Navigo ou carte Navigo, vous ? Passe Navigo. Poste. Ah, putain, je suis le seul à appeler carte Navigo. Tu es dans le multiverse, Flavie. Sûrement. Annuel, messieurs. Alors, Noah, tu commences. Je crois que c'était aux alentours des 350 euros annuels pour les étudiants et les jeunes de moins de 25 ans, il me semble. Mais ça sera 350 euros ta réponse ? par an. J'aurais dit un tout petit peu moins, j'aurais dit autour de 300-320 euros. La réponse, 373 euros. Ah. Et là, c'est Noah qui gagne le point, je me trompe Bravo. pas. Soit près de 40 euros par mois. J'enchaîne directement avec la troisième question. On ne perd pas de temps parce que c'est dans le même thème. Combien coûte le forfait mensuel destiné aux plus de 26 ans résidant en... j'ai du mal à prononcer les mots. Résidant en Ile-de-France par mois, messieurs. Si je dis pas de bêtises, on est autour de 86 euros. 86 euros. Oui, 86, 87. 86, 87, lequel 87. Dans le 85. live, Ah, ça va être important. dans le live, on a 85, je crois. Oui, 85. Alors, j'ai été mauvais élève parce que j'ai noté 86 euros, mais je sais qu'il y a une virgule. Ah, Je crois que c'est 86, 40. Si je me trompe pas. la virgule qui nous met dans le dawa. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Donc, Aïe, aïe, aïe.
si la régie, mon cher Gabriel, tu pouvais rattraper mon erreur en me trouvant le prix mensuel du Pass Navigo. Et on te retrouve dans quelques Voilà, on instants, se retrouve dans Gabriel. quelques À tout de instants. suite, Gabriel. Parlons évolution maintenant, le temps de vous donner le point. Hein. Parlons évolution, l'augmentation du prix... Combien 86,40. Merci, Déborah. Donc Nicolas, tu gagnes le point. Ouais, Nicolas, ouais. tu gagnes le point. Bien joué, ça fait 2-1. Parlons évolution. L'augmentation du prix de ticket de l'abonnement a fait beaucoup parler à la presse, notamment les fans d'Hidalgo et de Pécresse. Mais concrètement, comment ça évolue ? Nouveau graphique à l'appui. Eh bien, si vous regardez de nouveau le graphique présenté, on s'aperçoit que certes, le tarif a augmenté depuis l'année dernière, mais depuis 2009, ça a considérablement baissé. J'ai du mal ce soir. Hein. Mais c'est des mots difficiles aussi. Hein. Ouais, Qui c'est qui a inventé ces mots-là avec toutes ces syllabes-là hein Dagobert Oh. sûrement. Ouais, Je vous laisserai débattre sur cette augmentation récente, si c'est justifié ou non, bien ou mal, après, hein, pendant le débat. Enfin, troisième et dernière partie, l'aspect politique. En effet, les transports en commun, plus généralement les transports, ont un point politique important. Au point qu'au gouvernement, ils sont représentés par un ministre délégué, que nos chers invités vont me donner son nom. Quatrième question, messieurs, comment se nomme le ministre délégué au transport ? Plusieurs propositions. Ah, est-ce S. que vous l'avez déjà là, peut-être sans proposition Ah oui, alors là, c'est 2 points. Alors là, c'est royal. Ah, c'est 2 points. Là, honnêtement, non. Ok, proposition. Ça change S. tellement. Clément Beaune, Patrice Vergrit, Vergrit. Vin Diesel, Frédéric Baltou ou Loïc Cotoré. Patrice. Vergrit Vergrit Vergrit, ouais. Qui va réussir Patrick Vergrit. Vous avez raison, messieurs, je vous donne le point. Comme tout à l'heure, j'enchaîne avec une 5e question. Mais je suis sûr que Loïc serait un très bon ministre. Bientôt. Écoutez, je pense que je me débrouillerai pas trop mal, hein, c'est sûr. De toute façon, avec les différents remaniements, Ah bah, Ah, on va peut-être voir C'est ça. un jour. Hein. Un jour. Si à la fin du quinquennat. J'ai mes chances. 5e question. À quel ministère est rattaché le ministre délégué au transport ? Est-ce qu'ils l'ont sans... Peut-être qu'ils l'ont sans. Oui. Non. Non. Pas directement. ministère du peut-être la- transport. ouais, Peut-être l'intérieur ou le tourisme. Alors, les propositions. Ministère Mm. du Travail, de la Santé et de la Solidarité. Ministère de l'Intérieur. Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Peut-être. Ou ministère de l'Agriculture, Ah. naturellement. Moi, je serais parti sur la transition écologique. Transition écologique pour Nicolas. Alors, j'hésite entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Transition écologique. Tu restes sur ton premier choix d'intérieur. Ouais, je vais rester sur mon premier C'est ton choix. dernier mot. Mon dernier. La bonne Ministère réponse est... de la transition écologique et de la Aïe, cohésion aïe, des aïe, aïe. territoires. Bien joué. Mais Nicolas, il a on est quoi? On hésité est à en plus, 2 points d'avantage, non mince. 4-2, il me semble. 4-2. 4-2, oui, si j'ai bien compté. Alors maintenant, le point fondamental de cette partie va surtout s'axer autour du sujet de la mort quand on parle des transports, les retards. Le quidam de la SNCF. SNCF. 6e question, messieurs. Que signifie ce sigle? Société nationale des chemins de fer. Tu l'avais aussi, Noah? Exactement. Ok, Oui, bon, on je va pense dire ça. que ça. Elle est cadeau, ça. Elle est un peu plus facile, Elle est effectivement. Non, c'est 5-3. être gentil de temps en temps, je veux dire. Ah oui, c'est accueillir. il y en a qui aussi, sont compliqués, bah mais, ouais. Alors retournons sur les retards. Quelques chiffres pour clôturer cette chronique. L'autorité de la qualité de service dans les transports a présenté en 2022 un bilan général sur les retards de tous les services de transport. Ainsi, concernant les chiffres de ponctualité dans le secteur ferroviaire, je vais réussir, promis, celui qui se rapproche le plus au transport en commun, le bilan indique que les mouvements de grève locaux ainsi que celui national de décembre 2022 ont légèrement impacté la circulation ferroviaire, mais de manière beaucoup moins marquée qu'en décembre 2019. Ainsi, en 2022, on a environ, pour la globalité des RER, 90% de taux de ponctualité, sauf cas précis, le RERB, on en parlait dans le chat, qui est à la traîne avec 83% de ponctualité, de taux de ponctualité, pardon. Question évolution, ça tend vers une dégradation, et je pense qu'on peut tout simplement le voir au quotidien, en tout cas c'est le cas pour moi. Rien qu'aujourd'hui, notre cher RER A était fermé toute la journée entre Torcy et Disney. Mais au-delà des retards, on peut aussi parler de plein d'autres sujets, comme l'insécurité, pour laquelle Loïc vous incitera à débattre tout à l'heure. On a aussi la maintenance des équipements, la recherche, la technologie, les partenariats internationaux, interrégionaux. Et donc voilà, face à cela, et je l'ai dit tout à l'heure, à cette multitude de contraintes, d'enjeux et de défis, messieurs, chers téléspectateurs, cher Loïc, les transports en commun, est-ce un bien en danger? Je m'en vais. Comme un prince, comme d'habitude. Merci Flavien, qu'on Bon débat. applaudit.
À la semaine prochaine, cher ami. Et j'espère que tu recevras de... T'es pas là, t'es à Bordeaux? Non, je suis ailleurs. T'es ailleurs. Bah écoute, bon vent ailleurs. Merci à toi, cher Flavien. Merci d'ailleurs à nos viewers qui nous ont rejoints. Voilà, ça augmente, c'est cyclique. Merci d'être avec nous. Et donc, on va effectivement passer à cette joute avec un jingle de D'Artagnan. Merci D'Artagnan. Et donc, effectivement, oui, j'ai vu passer quelques messages dans le chat. On va parler du RER B. On va parler de tous les RER métro qui fonctionnent mal de jour en jour. Et cette première question, on va découper ce débat en plusieurs parties. Et donc, on va commencer par la sécurité, avec une première question générale. Messieurs, quels sont les principaux défis en matière de sécurité dans les transports en commun aujourd'hui? Noah. Pour moi, si je devrais citer un problème majeur sur des questions de sécurité dans les transports en commun, je pense que c'est tout ce qui concerne l'harcèlement sexuel, les violences sexistes et sexuelles qui sont commises régulièrement dans nos transports en commun, dans nos transports publics, que ce soit des délits ou même des crimes à l'encontre de la moitié de la population française. Je pense qu'il faudrait condamner plus sévèrement, faire plus attention aussi, notamment sur des questions de prévention, de sensibilisation à toutes les questions de violences sexistes et sexuelles qui sont commises dans les transports en commun, qui sont trop commises dans les transports en commun. Un chiffre, le ministère de l'Intérieur cite en 2022 que c'est plus de 124 500 victimes de vols et de violences dans les transports en commun en 2022. C'est énorme. Nicolas. Alors effectivement, il faut se donner les moyens de remettre de la sécurité dans nos transports en commun. Un chiffre aussi, alors il date un petit peu, il était de 2020, mais il est toujours, ça marche toujours pour les années suivantes. Les violences avaient augmenté d'à peu près 4% de 2019 à 2020. Malgré le fait qu'en plus, on a quand même eu la période du Covid en 2020, donc on utilisait moins les transports en commun, mais les violences ont quand même augmenté. On peut expliquer ça par plusieurs facteurs. Déjà, le fait qu'on manque de moyens humains. Je pense qu'il faut recruter davantage de personnel formé pour pouvoir assurer la sécurité dans nos gares, mais aussi dans les trains. Il faut donner plus de moyens aux agents. Peu de gens le savent peut-être, mais les agents, par exemple, de la SNCF et de la RATP ne sont aujourd'hui pas habilités à pratiquer une fouille au corps quand ils identifient un individu qu'on pourrait qualifier de louche et qui, si ces agents veulent vérifier que tout est conforme, ils ne le peuvent pas aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une proposition de loi qui est en train d'être déposée et qui sera à l'étude des deux chambres, donc Assemblée et Sénat, prochainement, pour essayer de remettre de la sécurité en vue notamment des Jeux Olympiques. Ça passe également par la vidéosurveillance. On a des caméras aujourd'hui dans les différentes gares et stations de métro, mais il faut savoir que ces images ne sont quasiment jamais exploitées pour des besoins d'une enquête policière, etc. Là aussi, il faudrait peut-être légiférer pour faire en sorte de se prémunir le plus possible, même si le risque zéro n'existe pas, de tout type de délit ou crime. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est plus de personnel, plus de moyens matériels à travers donc la vidéoprotection notamment, et un arsenal législatif peut-être plus sévère encore une fois, en donnant plus de prérogatives à ce personnel, notamment j'en parlais, les palpations, etc. Et pourquoi pas créer, c'est d'ailleurs dans la proposition de loi aussi que j'ai vu, créer des nouveaux délits qu'on pourrait condamner plus sévèrement. Mais encore une fois, il faut se donner les moyens parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, pour les bus, que les chauffeurs de bus ont le pouvoir de dresser un PV à un usager qui ne valide pas son titre. Sauf qu'aujourd'hui, pourquoi les chauffeurs de bus ne le font pas? Tout simplement parce qu'ils ont peur de se faire violenter et que la peur, malheureusement, elle est du côté du personnel, elle doit changer de camp. Et il faut s'en donner les moyens.
Autre chiffre, messieurs, le 14 septembre dernier, le ministère de l'Intérieur a publié son bilan concernant justement la sécurité dans les transports en commun et notifie une augmentation de presque 20% en un an des cas de violences sexuelles en Île-de-France. Et justement, quels sont les facteurs socio-économiques qui contribuent aux problèmes de sécurité dans les transports en commun? Noah. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que Nicolas parlait justement de tous les enjeux de sécurité dans les transports avec lesquels je suis en accord. Il faut de la sécurité dans les transports pour les touristes, pour les personnes qui utilisent les transports régulièrement, comme pour ceux qui l'utilisent de temps à autre. Cependant, j'aimerais ajouter quelque chose en disant que dans la région la plus peuplée de France, dans la région où il y a le plus de transports, c'est les Républicains qui sont au pouvoir au conseil régional et qui donc ont une influence, ont un pouvoir sur la gestion des transports en Île-de-France avec les conséquences que ça apporte aujourd'hui, donc que ce soit justement sur les retards, sur le manque de personnel, sur le manque d'effectifs, sur les problèmes de sécurité. Je pense que nous, à la France Insoumise, on a une mesure pour pallier aussi à un des problèmes de sécurité, c'est rétablir un guichet physique à chaque gare de transport, donc garantir une forme de service public, parce que pour nous, nous pensons que les transports, c'est un droit et ça doit être assuré tel un service de l'État et non pas par une libéralisation des marchés, des transports qui conduisent à toujours plus de profits et donc à chercher la rentabilité au maximum. Et aussi réhabiliter les comptes avec un investissement massif. Il y a un rapport de la Cour des comptes en 2020 qui épingle justement la dégradation financière des autorités compétentes sur les transports, que ce soit dans la région Grand Est, au Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur ou comme l'Île-de-France. L'État est clair, ça va pas. Ça va pas et je pense qu'il faudrait un grand service public du transport et c'est ce que nous tâchons de proposer à la France Insoumise. Nicolas. Alors, Noah m'emmène sur un terrain sur lequel je m'y attendais. Je vais avoir un peu le mauvais rôle, puisque on va parler du bilan de Valérie Pécresse. Et forcément, ça va déchaîner les passions, puisqu'il y a encore beaucoup à faire. Mais elle a déjà beaucoup fait pour parler de notamment modernisation, etc. Peut-être que tous les Franciens ne le savent pas, et c'est normal. Mais il y a quand même la modernisation. Il y a un plan de plus d'1,5 milliard qui a été investi pour la modernisation des gares, notamment la question de l'accès pour les personnes en situation de handicap. C'est un sujet dont on ne parle pas assez. Là aussi, la question du guichet physique va évidemment se poser, puisque moi je suis d'accord avec toi, Noah, c'est bien d'avoir un guichet physique. Il y a aussi la modernisation de différentes rames. Le changement, il y a eu en 2021, sur la période 2015-2021, le premier mandat de Valérie Pécresse, il y a quand même plus de 700 trains et bus qui ont été changés. Et d'ici à 2030, il y aura eu donc la modernisation de ces gares dont je parlais, mais il y aura également eu 350 km de réseau supplémentaire de transport. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Île-de-France, il y a 1500 km de réseau. Ça comprend donc les RER et trams. Et on va rajouter 350 km supplémentaires, notamment pour relier plus facilement Paris à la périphérie. On est ici à Champs-sur-Marne qui va être concerné d'ailleurs par ce projet. La gare de Noisy-Champs, oui, juste à côté. Exactement. 2 lignes de métro qui arrivent. Exactement. Il y a aussi des lignes qui vont être prolongées. Moi, je suis un usager du RER E. J'habite au Raincy. Moi, c'est le RER E. Ça va être prolongé jusqu'à la Défense. Ça aussi, c'est une bonne chose pour tous les travailleurs. Mais derrière, effectivement, il faut se donner les moyens. La région le fait, mais il n'y a pas que la région qui doit le faire. Il y a l'État. Et on va en parler tout à l'heure, je pense. D'ailleurs, le président de la République en a fait l'aveu lui-même. L'État n'a pas toujours tenu ses engagements sur la question de la modernisation des transports. Alors je suis conscient, moi aussi, quand mon train est en retard ou supprimé, je suis le premier à gueuler, on va pas se mentir. Je suis conscient qu'il y a plein de gens pour lesquels ce que je suis en train d'expliquer, ils doivent se dire il est bien gentil, mais on galère toujours. Alors c'est vrai, mais en tout cas il y a cet effort qui est fait pour essayer
de faire le maximum pour réduire les délais et avoir des gares de qualité et encore une fois des trains de qualité et surtout accessibles à tous et encore une fois notamment les personnes en situation de handicap. Et toutes les mesures que je viens d'annoncer, ça coûte quand même plus de 2 milliards d'euros, donc c'est pas rien. Mais encore une fois, moi je comprends parfaitement qu'on puisse être agacé parce qu'on trouve que c'est toujours trop lent. Et je pense que la présidente Pécresse elle-même en est la première agacée. Ouais, est-ce que Nicolas a bien défendu le bilan de Madame Pécresse selon toi? Je ne sais pas si Madame Pécresse est inquiétée ou si même elle se sent concernée, parce que je ne suis pas sûr que Madame Pécresse prend les transports régulièrement en Île-de-France. Ça, c'est un argument qu'on aime bien chez la France Insoumise. Ça reste un argument. Je pense que, encore une fois, on peut être d'accord sur le fait que ça ne va pas assez vite. Malheureusement, je ne suis pas sûr que les Franciliens et les Français en général voient qu'il y a des progrès sur leur ligne de transport. Il est vrai qu'il y a eu des nouvelles lignes qui ont été créées, des prolongements qui ont été faits. Il ne faut pas le nier, sur le RER E notamment, qui va passer par la Défense, bientôt Nanterre, et qui va relier tout l'axe ouest de l'Île-de-France en allant jusqu'à Mantes-la-Jolie. Néanmoins, il y a des énormes retards qui ont été faits. Je vais prendre l'exemple de la ligne E, vu que tu es usager régulier de la ligne E. La ligne E devait arriver à Mantes-la-Jolie en 2021. En 2021, nous sommes en 2024, il n'y a toujours pas de RER E. Et pourtant, les travaux continuent et ça crée donc des arrêts de transport à partir de 21h pour les usagers de la côte ouest d'Île-de-France. Ça crée aussi des incidents techniques qui sont fréquents, réguliers pour les travailleurs et donc qui impliquent aussi de mettre en jeu en fait, leurs conditions de travail et leur qualité de vie en fait, dans l'absolu. Et c'est un réel problème. Je pense que Madame Pécresse et sa majorité au Conseil régional n'a pas conscience, en tout cas, de la problématique des transports, tant elle touche beaucoup de monde, notamment sur les questions du RERB, qui, au moins une fois sur je ne sais pas combien de fois, arrive soit en retard, soit est immobilisé, soit à des questions de travaux. Et aussi sur la question des JO, on va y revenir, hein, je pense, mais beaucoup de lignes de métro seront inaptes pour le nombre d'affluences. On est d'accord, encore une fois, l'exemple que tu donnes, moi je le partage. Encore une fois, les travaux en retard, c'est insupportable, mais le symbole même, effectivement, c'est les Jeux Olympiques. On a développé tout un tas de lignes et lancé pas mal de travaux pour être prêt pour les JO. C'est quand même assez aberrant. Moi, je suis d'accord qu'on ne soit pas prêt pour 2024, qui était quand même l'échéance extrêmement importante. C'était votre rôle. Mais c'est le rôle de l'État aussi. Valérie Pécresse, elle ne peut pas faire tout toute seule. Elle a la compétence, elle s'en occupe, mais il y a aussi l'État qui devait mettre la main à la poche et il y a eu un manque d'engagement. Le président de la République l'a reconnu lui-même dans sa grande interview il y a quelques jours. C'est normal, vous partagez la même ligne idéologique. Ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas certain qu'on partage la même ligne idéologique. En tout cas, il y a une volonté de faire du côté de la région et beaucoup encore une fois a été fait. En témoignent les plus de 2 milliards d'investissements, sans compter d'autres dossiers qui ont été menés, sauf qu'il y a eu un retard considérable qui a été aussi accumulé. Il faut savoir qu'on a un réseau de transport, encore une fois, extrêmement dense. Je le disais, 1500 km de RER et tram, il y a plus de 1500 bus en circulation également, donc tout ça, ça prend du temps, sans compter les 350 km de plus qui vont être développés le plus vite possible, puisqu'évidemment les retards, encore une fois, c'est pas une bonne chose, mais la région a beaucoup investi, mais derrière il faut que l'État mette également la main à la poche, et là c'est toujours compliqué ces discussions, parce que parfois l'État rechigne pour X ou Y raison. La réalité, c'est une réalité économique, que l'État n'a pas les moyens. Tu es donc d'accord pour un grand service public du transport alors? Tel que nous le proposons à la France Insoumise. Nous sommes ravis alors dans ce cas-là. Moi je suis d'accord pour que Nous sommes ravis alors. Je ne sais pas parce que la France Insoumise va dire que le ciel est bleu que je vais me forcer à dire qu'il est rouge. Moi, tout ce qui va dans le bon sens, je suis assez d'accord. Donc, encore une fois, moi je suis pour des transports de qualité. Quand on paye un service, on est en droit d'attendre de la qualité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
il y a des défaillances, c'est vrai, il y a des défaillances qui sont en train d'être corrigées. Encore une fois, ça prend du temps, mais beaucoup a été fait. Tu l'as toi-même reconnu aussi. Donc chacun fait un pas vers l'autre, si j'ose dire, puisque tu as reconnu qu'il y avait déjà beaucoup de gares qui avaient été notamment inaugurées, mais il y a aussi eu la modernisation encore une fois, de certaines lignes. Donc beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Mais il faut aussi que l'État prenne sa part, parce que l'État qui dit il y a qu'à Faucon, mais qui est pas capable de mettre les investissements derrière, ça pose quand même problème. Et ça, c'est un autre débat. Mais les collectivités locales, on les laisse souvent leurs compétences, enfin des compétences qui parfois ne sont pas les siennes. On leur dit démerdez-vous, pour parler clairement. Et puis après, on vient demander des comptes. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on joue le jeu, quand on est partenaire, c'est main dans la main. C'est pas à géométrie variable. Peut-être que l'argent est d'ailleurs au cœur de ces retards aussi, manque de moyens financiers. Et justement, en parlant de pécunier, comment les politiques de tarification des transports en commun influencent-elles la congestion? Ça, c'est un vrai sujet, la congestion. Le matin, dans tous les RER, le A, le B notamment, je pense que si vous nous regardez, vous savez bien de quoi je parle. Comment ces politiques... Ah, j'ai entendu qu'on avait une question. Alors on va prendre la question, D'Artagnan. Ok, Oui. déjà bonsoir. Bonsoir, Alors, D'Artagnan. on a une question de Umix 270. Qu'on salue. Question de la part de Umix et Alban du 18. Qu'on salue Quelle aussi. est la position de Noah sur la ligne longue vitesse Lyon-Turin? Je te précise. Qui d'ailleurs avait fait l'objet de contestations de la part de militants écolos qui avaient beaucoup manifesté l'année dernière, notamment. En effet, il y a concernant encore cette année, Il y a hein, encore cette année, bien sûr. La ligne à la France Insoumise, en tout cas actuelle, c'est que nous sommes contre la construction de cette ligne Lyon-Turin pour des questions environnementales, écologiques, parce que ça risque d'être un désastre écologique tant les travaux qu'ils vont faire vont détruire l'écosystème présent. Nicolas, toi sur cette question-là, est-ce que tu avais suivi un petit peu le... Brièvement, effectivement, il faut faire attention à notre environnement. Il y a aussi une nécessité de pouvoir faciliter le transport des usagers. Mais ce qu'il faut surtout, alors ça demande des échanges, etc. Mais c'est une petite parenthèse que je fais. Je pense qu'il faut surtout arrêter avec, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais avec certains énergumènes parmi les écolos qui parmi ceux qui se disent écologistes et qui desservent le mouvement et qui ont malheureusement parfois trop l'habitude de faire le pire pour pouvoir faire entendre leur message. Moi, je pense que c'est la pire chose qui puisse se passer. On l'a vu il y a quelques années à Notre-Dame-des-Landes. On le voit sur d'autres sujets. C'est vrai que jeter de la soupe sur une œuvre d'art, ça va faire avancer la cause écolo. Vous l'avez montré il y a plusieurs semaines. C'est évident. Non, mais voilà, cette question, ça nécessite donc la ligne Lyon-Turin, ça nécessite des discussions avec les responsables locaux, essayer de trouver un compromis pour faire en sorte que l'environnement soit préservé. Mais encore une fois, je pense que le terrorisme, j'ose le dire, écologique, n'est pas une bonne chose, même si c'est ce qu'il faut éviter dans ce cas-là. J'espère qu'on a répondu à ta question, cher ami, dont j'ai oublié le pseudo, mais tu te reconnaîtras, je l'espère. Concernant donc la question que je vous ai posée juste avant, en gros, est-ce que les transports sont trop chers? Bon, c'est une question un petit peu, c'est l'eau ça mouille, quoi, mais ça mérite d'être quand même posé parce qu'il y a de vraies réflexions derrière à apporter, je pense, Noah. La congestion. Sur la La congestion, congestion, voilà. c'est un énorme problème aujourd'hui en Ile-de-France, mais comme dans toutes les régions du pays, et notamment aussi, on en parle trop peu, en Outre-mer. Ou dans les Outre-mer, les transports sont gérés par des entreprises privées qui donc libéralisent le service des transports et qui donc affaiblit la quantité de transport disponible, affaiblit aussi les lignes de transport qui sont déjà présentes pour des questions d'optimisation économique, au grand dam et au grand détriment des populations qui y habitent. Sur la question francilienne maintenant en Ile-de-France, je pense aujourd'hui que on a une statistique qui nous dit que quasiment un quart des travailleurs aujourd'hui en France habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. Et c'est intéressant parce que ce un quart-là de travailleurs qui prennent les transports pourraient se déplacer dans des moyens alternatifs comme par exemple le vélo
ou d'autres moyens de transport qui pourraient être développés, pensés, investis, ce qui n'est malheureusement pas suffisamment fait aujourd'hui, mais on en reparlera si tu veux bien, Nicolas. Nous, à la France Insoumise, on propose une gratuité des transports pour les moins de 25 ans, pour éviter aussi qu'ils puissent prendre la voiture et donc créer en fait une congestion sur les questions des autoroutes. On sait bien que lorsqu'il y a des bouchons, ça crée énormément de pollution. Les transports, comme tu le disais, Loïc, sont source d'énormes rejets de CO2. Il me semble que c'était 31%. Que tu avais cité, 31% que tu avais cité tout à l'heure. C'est un réel problème et il faudrait passer à une alternative qui, ma foi, est plus écologiste. Et d'ailleurs, sur l'impact carbone, ça représente, j'ai les chiffres sous les yeux, l'impact carbone par personne et par an du secteur du transport, il est de 2,9 tonnes de CO2. Voilà, c'est des chiffres absolument ahurissants qu'il est bon de rappeler. Nicolas? Alors, sur effectivement la congestion, on est d'accord, il y a un vrai problème. On se retrouve souvent aux heures de pointe comme des sardines dans notre bus ou notre RER ou notre métro. Le fait qu'on modernise les trains, les réseaux aussi, ce qui va permettre d'avoir une fréquence plus importante, ça va aider à lutter contre ce phénomène. On a également le développement de différentes lignes qui vont multiplier les possibilités. Là aussi, ça va permettre de lutter contre ce phénomène, mais pour l'instant, le compte n'y est pas. On est entièrement d'accord. Mais du coup, pour lutter contre ce phénomène, il y a ces solutions qui sont mises en place. Mais là, je rebondis sur ce qu'a dit Noah tout à l'heure, qui me dit, oui, nous, on milite pour la gratuité des transports en commun. Si on suit ce raisonnement, qui dit gratuité dit peut-être qu'il y aurait plus d'usagers. S'il y a plus d'usagers, ça va nécessiter d'avoir plus de trains, et là aussi, les fréquences, ça risque d'être compliqué. Mais la gratuité, en vrai, est-ce que c'est pas plutôt une fausse bonne idée ? Ça a été mis en place en Estonie, notamment. On s'est aperçu que les flux d'usagers dans les transports en commun n'avaient pas spécialement augmenté. Ça a été mis en place, il y a une expérimentation qui a été lancée dans plusieurs villes, dont Montpellier. On s'est aperçu là aussi que les flux avaient pas spécialement augmenté. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, effectivement, il y a des Français qui habitent parfois pas très loin de leur lieu de travail, mais ils prennent quand même la voiture. Et les transports. Transports en commun. Et les transports en commun. Ils préfèrent prendre la voiture plutôt que les transports en commun. C'est peut-être aussi une question d'habitudes qui sont tenaces. Parfois, on préfère, encore une fois, le confort de sa voiture ou une promenade en plein air à vélo, quoique il manque quand même pas mal de pistes cyclables pour pouvoir faciliter la circulation des vélos. Mais pourtant, vous êtes les premiers à être en désaccord avec la création de voies cyclables à Paris sur le projet de Madame Hidalgo. Oh bon, on va quand même laisser Madame Hidalgo remettre... enfin, on va pas la laisser d'ailleurs. Moi, j'espère qu'elle partira dans 2 ans. Mais il serait peut-être temps déjà d'avoir du bon sens pour la gestion de certains dossiers. Je sais pas si tu avais vu, notamment à Paris, tu avais eu un rond-point où tu avais 4 ou 5 sorties. Et ça, c'est du Made in Hidalgo. Les 5 étaient en sens interdit. Ouais. Donc, bon... Ah, mais je pense m'inscris pas forcément... Je pense que j'ai pas... Je suis pas un fervent défenseur du mandat d'Anne Hidalgo. Cela dit, je voudrais rebondir, tu me pardonneras, sur la question de Oui, parce que dans le live, on nous dit que l'expérience de la gratuité avait été à Montpellier. À Montpellier, elle a été un franc succès, notamment sur des questions écologiques, parce que le fait de rendre gratuit les transports, il me semble qu'il y avait une tranche horaire à Montpellier, ça a permis à ce que le taux de pollution à Montpellier soit diminué d'une grande manière, et ça a aussi permis à ce qu'il y ait plus de voies cyclables premièrement, de voies aussi pour que les usagers puissent marcher, avoir des zones vertes, avoir des zones totalement passantes, chose qui, ma foi, était impossible lorsqu'il y avait l'usage de la voiture individuelle. Donc je pense qu'il faudrait insister sur cette méthode-là, pour des questions écologiques, pour des questions aussi de fédération
vis-à-vis des différentes générations, hein. On sait très bien que les transports en commun, ça garantit aussi peut-être un accès à la culture, un accès au musée. Par exemple, je pense à Paris, si on mettait la gratuité dans les transports, ça permettrait à de nombreux jeunes, qu'ils soient de banlieue comme de Paris intramuros, de pouvoir visiter plus rapidement, plus fréquemment aussi le patrimoine culturel que possède notre ville. Et je pense que ça serait quelque chose à expérimenter et à généraliser sur l'ensemble de la France. Mais il y a quand même une logique à prendre en compte, une logique économique. On ne peut pas demander d'un côté la modernisation et le développement de différents axes de transport et dire derrière on met la gratuité des transports, parce qu'il y a une logique qui est il va falloir essayer de trouver l'argent. Donc les financements, où est-ce qu'on les trouve dans ce cas-là? Je suis d'ailleurs assez surpris que pour une fois, quelqu'un de la France Insoumise n'avait pas trop de taxes ou de... Mais vous avez des contribuables à mettre à disponibilité pour les transports, pour financer les transports. Vous avez Veolia, par exemple, qui fait des milliards de bénéfices chaque année sur le dos des usagers de transport, sur le dos aussi des personnes qui habitent dans les Outre-mer. Vous avez toutes les grandes entreprises du CAC 40 qui ont fait des bénéfices records cette année, plus de 140% de bénéfices, il me semble, par rapport à... Le vilain patronat. Le pourcent, il a été dit avec vigueur, là. Hein. Ah oui, mais parce que on sent que ça te... Parce que c'est un ça te remue. scandale. Parce que c'est un scandale. D'un côté, on a une population qui s'enrichit toujours plus sur le dos des travailleurs et sur le dos des consommateurs. Et à côté, on a une population française qui, en vérité... C'est une population qui crée des emplois aussi. On a une population Les française qui les s'approprie grands patrons, ils créent aussi des emplois. et délocalise. C'est pas un gros mot. Et délocalise. C'est pas un gros... Il y en a qui le font, c'est vrai. Dans le Nord, on a... Mais j'ai pas dit que c'était bien. Dans ce cas-là, Mazel Tov, alors. Mais dans le Nord, dans le Nord de France, à Amiens, on a des industries qui ont fermé. Dans le Grand Est, on a des industries qui ont fermé, qui ont été responsables de licenciements, de plans économiques, et qui mettent en péril des dizaines et des centaines de vies et de vies de famille et d'emplois. Et c'est un vrai problème. Et tout ça pour une question, une notion de rentabilité, de profitabilité. Et je pense que c'est un scandale qu'ils s'enrichissent sur le dos des Français, alors qu'ils, depuis plusieurs années, les Français pâtissent justement des différentes crises économiques qui se suivent et s'enchaînent. Ces mêmes Français qui parfois peuvent bénéficier, grâce aux grands patrons, encore une fois, d'un emploi, parce qu'on a aussi des grands patrons qui créent de l'emploi. Je pense par exemple à Bernard Arnault, que vous n'aimez pas trop du côté de la France Insoumise. Qu'il faudrait taxer plus, mais je pense qu'il est déjà bien taxé et qui contribue assez généreusement à la politique fiscale du pays. Il fait aussi des dons aux associations. D'ailleurs, je suis toujours étonné quand j'entends certains de la France Insoumise qui avaient critiqué à l'époque son don. C'était pour les Restos du Cœur, si je dis pas de bêtises. On parle quand même de 10 millions. Qui sont remboursés par l'État à 66%. Le seul truc que vous avez trouvé à redire, c'est c'est pas assez qu'on va comparer à ce qu'ils gagnent. On n'est pas là pour hiérarchiser les dons. Il n'y a pas de petits ou de grands dons. Je pense que de donner, c'est déjà une bonne chose. Et à l'échelle des restos, donner 10 millions d'euros, c'est plutôt pas mal. Enfin, on s'éloigne du sujet. Non, mais justement, je vous laisse la liberté de pouvoir parler de tout et j'allais dire de tout et de rien, non, de tout. Et justement, on a posé les bases, on a fait un micmac de ce qui se passe dans les transports en ce moment. Et maintenant, on va se projeter. On va se projeter sur les Jeux Olympiques qui arrivent dans 100 jours, tout pile, le 26 juillet prochain. Et donc, cette question, pensez-vous que le réseau actuel est adapté pour les Jeux Olympiques? Et c'est une question que tout le monde partage aussi, et moi-même, en tant que citoyen, n'avez-vous pas peur d'une série noire de dysfonctionnement qui laisserait la brèche ouverte à une pagaille inédite et donc qui contribuerait encore à dégrader aussi l'image de Paris et de la France dans le monde entier? Parce qu'il est question de ça aussi. Nicolas. Évidemment, il y a une inquiétude, on la partage tous. C'est une inquiétude qui n'entoure pas que les transports en commun. Hein. Je pense qu'on est encore nombreux à se demander comment on va faire pour se baigner dans la Seine. C'est tout un débat aussi. J'ai vu que... on n'a pas de boule de cristal, on peut juste espérer que ça se passe bien. Il faut savoir qu'il y avait quand même une inquiétude aussi en 2012 du côté des Londoniens. Pour les Jeux, ça s'est plutôt bien passé. Espérons qu'on imite leur exemple. Je dis plutôt bien passé parce qu'évidemment, il y a eu des couacs et je suis sûr que les internautes ne manqueront pas de me le signaler. Ils me diront oui, mais là, il y a eu ça, ils auront raison. Mais globalement, ça s'est bien passé. Il faut espérer qu'on puisse faire la même chose. J'ai vu que le gouvernement avait lancé
une campagne qu'on a tous pu voir d'ailleurs dans les transports en commun depuis quelques temps, j'anticipe les jeux si je dis C'est pas de bien cela, bêtises, oui, oui. qu'on peut aller sur internet, regarder quelles sont les alternatives, etc. Je sais qu'il y aura également une plateforme qui sera à disposition des usagers, mise en place par Île-de-France Mobilité, une appli en direct où il y aura la possibilité de regarder ce qui est saturé, pas saturé, vraiment en temps réel. Il faut espérer que ça aussi, ça pourra aider à éviter les embouteillages. Et il y aura aussi de l'humain quand même. Il y a eu beaucoup de recrutements qui ont été faits pour essayer d'entourer tout ça. Il n'y a plus qu'à espérer que ces solutions permettront que tout se passe bien. C'est vrai que c'est une inquiétude. Après, j'ai vu aussi que durant les Jeux Olympiques, a priori 47% des Franciliens ne seront pas dans la région à ce moment-là. Il y a fort à parier que dans ces 47%, il y aura quand même une grande partie qui sont notamment des usagers des transports en commun. Peut-être que ça aussi, ça va permettre d'avoir des flux corrects. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire aux gens partez le plus loin possible. Hein, c'est pas ça, c'est pas une solution. On est en droit d'avoir un service de qualité, mais encore une fois, voilà, c'est un événement planétaire, mondial. On attend énormément de monde. Donc évidemment, il y a son lot de risques en matière, encore une fois, de sécurité, en matière d'équipement public, est-ce qu'ils seront à la hauteur, est-ce qu'ils seront prêts, et en matière de transport. Mais moi, encore une fois, je suis une nature optimiste. On a toujours tendance à s'angoisser. C'est la fameuse phrase, c'est quand je m'ausculte, je m'inquiète, quand je me compare, il peut m'arriver de me rassurer. Moi, je pense qu'on est un grand pays, qu'on est quand même encore capable de le montrer, et j'ai espoir que tout se passe bien. Noah, est-ce que ton avis est catégorique sur cette question? Est-ce que pour toi, ça va être une débandade complète? Alors, je m'inscris en faux dans quelques de tes propos, Nicolas, mais je pense qu'on y reviendra. Mais nous trouvons des points d'accord au moins. C'est ça l'utilité du débat démocratique. Inscris-toi, je t'en prie. C'est l'utilité du débat démocratique et républicain. Et j'espère que tu nous considères comme républicains, nous, à la France Insoumise. C'est un débat. Ça risque d'être une débâcle. Pourquoi ? Parce que les Jeux Olympiques qu'on qualifiait et qu'on voulait qualifier de populaires, en fait, seront des Jeux Olympiques privilégiés pour une caste de bourgeois, de personnes qui habitent sur Paris, qui auront suffisamment de pouvoir d'achat pour pouvoir se payer des places pour assister aux Jeux, pour se payer des places pour prendre les transports et éviter la cohue générale. Encore une fois, le président de la République disait il y a quelques jours, le 14 avril, il me semble, que 70 à 80% du transport francilien ne sera pas au rendez-vous. Sachant que c'est un projet qui est mis en place depuis une dizaine d'années, il me semble, que l'État y avait mis sa part, que la région y a mis sa part, et encore une fois, on voit le bilan de Madame Pécresse quand on voit que la plupart des Français ne sont pas confiants dans la tenue de ces Jeux Olympiques. Tu disais que beaucoup de personnes qui sont en Île-de-France vont quitter cette région pendant les Jeux Olympiques. Je tiens à avoir une pensée pour la plupart des travailleurs qui n'ont pas suffisamment les moyens de pouvoir se déplacer et qui donc, par aliénation au travail, ne pourront ni se payer des vacances en dehors de l'Île-de-France, ni esquiver le travail. C'est pour ça qu'il faut que ça se passe bien pour eux, on est d'accord. Hein. Ah, nous sommes d'accord. Je donnais un autre élément qui fait que voilà, ça peut peut-être aussi aider la gestion de flux, le fait qu'il y ait beaucoup de Franciliens qui ne seront pas là pendant cette période, ce qui ne veut pas dire que le reste qui va rester dans la région doit subir les désagréments. On est entièrement d'accord. Il y a une population active qui va galérer, et tout le monde le sait. Et vous en êtes responsable. Alors, en partie. Je n'ai pas géré la question des Jeux Olympiques, mais et puis je n'ai pas candidaté non plus. Mais il y a une réalité, c'est que cet événement arrive. C'est qu'il faut faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Évidemment qu'on est tous inquiets de la bouche même, encore une fois, du président de la République, quand il dit que ça risque d'être compliqué, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il faut espérer de se donner les moyens. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien ou pas bien. J'ai dit que j'étais d'un naturel optimiste. C'est Valérie Pécresse qui disait que tout allait bien se passer. Et que le président la mette en faux quelques jours après, ça annonce la couleur pour la parce qu'elle a fait sa part du job. L'État, si l'État ne l'a pas fait, ça, chacun en jugera. On laissera les Franciliens en juger
d'ici quelques mois. Si l'État l'a pas fait, c'est un autre sujet. Peut-être juste un mot sur la question des places, parce qu'effectivement, ça peut interroger beaucoup de personnes. Le prix des billets, alors je n'irai pas jusqu'à caricaturer en disant que c'est des jeux de bourgeois. C'est vrai que quand on gagne plus de 4 000 euros, on est riche à la France insoumise. Mais, le salaire moyen en France est 2 000 euros. Et plus de 10% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Et qui avait le plus gros patrimoine pendant l'élection présidentielle? Pardon? Pendant l'élection présidentielle Il me semble que c'est de 2017. Ah, il me semble que c'est François Fillon. Non, c'était Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, je ne suis pas là pour discuter Et, du patrimoine de non, Jean-Luc mais Mélenchon. c'est Je suis là pour discuter de Non, mais la vie c'est- générale des je- Français et des Je veux dire, si Franciliens. vous faites la chasse aux bourgeois, commencez dans le parti. Mais tout ça pour dire que la question des transports est évidemment cruciale, encore une fois, mais je pense qu'il faut éviter les polémiques stériles et espérer que, encore une fois, tout se passe bien. Et donc pour le prix des places pour les bourgeois, j'en reviens à ce que je disais, il faut savoir que si les billets sont très chers aujourd'hui, évidemment c'est pas une bonne chose, mais il faut savoir que si les billets sont très chers aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de places ont été achetées par les collectivités locales, donc notamment les mairies, et c'est une bonne chose, et que les mairies les redistribuent, et c'est vérifié par le Comité international olympique, puisqu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, les redistribuent à des associations, et ces associations vont les distribuer à leurs adhérents, et notamment plein de gamins qui vont pouvoir profiter des Jeux olympiques. C'est pas tous les jours, encore une fois, les derniers c'était quand même il y a un siècle, donc on peut aussi se réjouir du fait que les villes ont pris leurs responsabilités, ont anticipé, et font en sorte de donner un peu de plaisir à beaucoup de franciliens et non franciliens, puisque là on parle sur l'ensemble du territoire. Encore une fois, il n'y a pas tout qui est à jeter. Hein. Je vais pas. je vais quand même essayer de rester nuancé. Hein. C'est le Faut être but. optimiste un peu. Optimiste mais nuancé. Parce qu'il faut aussi Et pas naïf, je suis d'accord. il faut aussi admettre la réalité que beaucoup de franciliens et de travailleurs vont galérer. Et c'est pas être un menteur de le dire, c'est pas, c'est pas être cynique ni pessimiste de le dire, hein, c'est une réalité. Je le nie pas, hein, on est tous inquiets, hein, je suis d'accord. Il y aura forcément des moments où ça va pas bien se passer. Mais on sait pour qui ça va pas bien se passer, malheureusement. Bah pour ceux qui seront voilà, et c'est un problème. Et chacun en tirera des conséquences. Hein. Je tiens à rappeler que les élections régionales, c'est en 2028, hein, et que vous aurez purement le choix de décider si Valérie Pécresse et son parti Les Républicains doit rester à la tête de la région Île-de-France sur des questions de transport, de logement, d'écologie et de politique. C'est pas une soirée Netflix ce soir, c'est une soirée pub. Mais bon, après, voilà, libre à toi, évidemment. Espace de liberté. Et d'ailleurs, en parlant des Jeux Olympiques, évidemment, grand débat sur les Jeux Olympiques. Ici, dans ce studio, j'ai la date sous les yeux, le vendredi 10 mai. Donc, soyez au rendez-vous. On parlera de toutes ces problématiques de place, justement, et de maintes autres problématiques aussi, dont il sera question durant ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Ne pas oublier les Paralympiques. Jamais. D'ailleurs, c'est important de le rappeler parce que beaucoup de gens pensent, je me permets cette parenthèse qui n'est pas de la pub, mais on dit souvent JOP 2024. Beaucoup de gens pensent que le P c'est Paris. Et je pense qu'il est important de rappeler que le P c'est Paralympique. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit JOP Paris 2024. Beaucoup font l'erreur, mais c'est important de rappeler que voilà, que le sport c'est aussi pour tous, et donc c'est une bonne chose. Je crois que c'est depuis 68, c'est depuis Mexico que le paralympisme est entré en vigueur, et c'est bien de le rappeler. Je suis d'accord. Très important, oui. Malheureusement, ça ne se représente pas sur les transports parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de stations de métro, de stations d'RER, de stations de bus, de tramway ne sont pas accessibles pour des personnes à mobilité réduite, et c'est un problème. C'est pour ça. Sachant qu'on essaye d'accueillir une grande population d'athlètes professionnels qui ont des mobilités réduites, qui ont des handicaps, et on n'est pas capable, en fait, tout simplement, d'accueillir aussi une population civile. Et c'est pour ça, notamment, que j'en parlais tout à l'heure, puisqu'il y a beaucoup de retard qui a été accumulé. Alors avant Valérie Pécresse, en l'occurrence, puisque c'était Jean-Paul Huchon qui a présidé la région pendant 17 ans, il faut savoir qu'il y a un grand plan, j'en parlais tout à l'heure, d'1,5 milliard pour rénover déjà les 222 gares qui ne répondent pas aux normes d'accès PMR. Vous avez entendu les gens olympiques pour pouvoir le faire ?
Non, on a attendu d'avoir les financements, tout simplement. Et puis ça prend du temps, il y a des études, enfin ça se fait pas en 5 minutes, hein. C'est pas on met 1,5 milliard, déjà il faut les trouver, il y a des études, il faut aller voir, identifier toutes les gares qui sont concernées. Après on pourra toujours dire que c'est toujours trop long, mais c'est toujours très long ce genre de dossier. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'on n'oublie pas bien sûr les personnes à mobilité réduite. Justement, c'est la dernière question de ce soir avant de passer, à notre rubrique dans le vif et un face caméra d'une minute. L'héritage de ces Jeux Olympiques. Quel héritage souhaitez-vous conserver de ces JOP, justement, si héritage positif il y a en matière de transport, notamment avec le Grand Paris Express, on en parlait tout à l'heure, et pensez-vous que le projet actuel, justement, est viable? Est-ce qu'il y a des corrections à faire? Noah. J'espère garder une vision optimiste, positive de ces Jeux Olympiques, même si les temps ne présagent pas une bonne augure. Je souhaite que ces Jeux Olympiques et Paralympiques puissent permettre d'ouvrir les yeux sur la question de l'handicap, des problèmes de mobilité, sur les questions des personnes à mobilité réduite, sur leurs conditions de transport, parce que eux aussi ce sont des personnes qui travaillent tout autant que des personnes sans handicap et qui ont justement des inconvénients, des avantages, que ce soit sur le marché de l'emploi ou même sur des questions de transport, parce que quand vous avez quelqu'un en chaise roulante qui voit un escalier de 30 marches pour pouvoir aller à un endroit et qu'il n'y a pas d'escalator, c'est un problème. Et j'espère que ça permettra de faire ouvrir les yeux à nos gouvernants, à nos politiques, aux personnes qui sont au pouvoir sur ces questions-là. C'est important. Nicolas. Il faut, moi aussi, encore une fois, je me veux optimiste. Il faut espérer qu'il y ait un héritage, parce qu'on a quand même investi beaucoup d'argent. On parle de milliards et de milliards d'euros. Il faut que derrière, il puisse y avoir un retour, si j'ose dire, sur ces investissements, même si je sais que le principe de rentabilité est parfois étranger à la France insoumise, mais c'est pas dans ce sens que je l'entends. Comment? Vous, il est quotidien, vous, ce principe. C'est quand on met de l'argent, c'est normal qu'on ait un retour sur l'investissement. C'est d'ailleurs la même question. C'est d'ailleurs la même question pour les transports. Pourquoi les usagers sont aussi exigeants? C'est parce qu'ils payent et ils sont en droit d'attendre un service de qualité. Nous sommes d'accord. Sur l'héritage, il faut espérer donc encore une fois qu'on puisse bénéficier d'infrastructures de qualité. Ça va être le cas. D'ailleurs, on a inauguré, le président de la République a inauguré il y a quelques jours la piscine à Saint-Denis avec le malheureux plongeur qui a réagi avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très bien. Ça va être un héritage. Ça va bénéficier à des milliers et des milliers de gamins de la Seine-Saint-Denis et Saint-Denis en priorité. Donc, on va avoir des infrastructures vraiment de qualité qu'on va savoir utiliser. Au niveau des transports, on a développé pas mal de choses. Alors effectivement, on va dire que c'est l'occasion qui a fait que, mais il aurait sans doute fallu que l'État se réveille plus tôt sur certains sujets. Mais bon, on va avoir des lignes de qualité, même s'il reste encore des zones de flou sur le financement. Parce qu'il y a encore une fois un désengagement de l'État qui complique la situation. Mais en termes de transport, on va indéniablement, je pense, en bénéficier avec, encore une fois, 350 km supplémentaires, des extensions de différentes lignes. Donc ça va vraiment permettre aux usagers de profiter, j'espère, au mieux et dans des bonnes conditions des transports en commun. En termes d'infrastructure, encore une fois, on va pouvoir en bénéficier parce qu'on a déjà imaginé des idées après pour utiliser tel ou tel équipement. Et fort heureusement, il vaut mieux éviter ce qui s'est passé à Sochi pour les Jeux Olympiques d'hiver il y a quelques années, où quand on est repassé, une équipe de télévision était repassée quelques années plus tard, enfin même quelques mois plus tard sur les lieux là-bas en Russie, et on avait vu que toutes les infrastructures qui avaient été construites pour l'occasion et qui avaient coûté très cher avaient été complètement délaissées. Tout comme au Qatar, où c'est un désastre écologique, parce que maintenant tous les grands stades qui ont été faits pendant la Coupe du Monde en 2022 sont laissés à l'abandon, tant c'était un événement sur le court terme. Pas que sur cette question d'ailleurs, il y a les questions du droit du travail aussi. En effet, des droits du travail, de l'esclavage moderne qui a été fait par les Qataris. Oui, c'est un vrai problème. Oui. C'est un problème. Oui, d'accord. Messieurs, merci pour ce débat fort constructif sur la question des transports.
Merci à vous. Merci. C'est important de notifier que la question des transports en commun sont des questions qui sont trop peu étudiées dans le débat public et que c'est important de... Ça touche chacun de nous. Exactement. Dans le vif, avec cette minute cruciale consacrée à la question que je vais vous poser et les viewers qui vont devoir voter en âme et conscience pour élire le tribun de la semaine. Top jingle. Messieurs, 1 minute, pas une de plus, pour répondre à cette question cruciale comme chaque semaine, adaptée à la thématique de la semaine. La question est toute simple, c'est la thématique de notre débat cette semaine, les transports en commun, un bien commun en danger, point d'interrogation. Nicolas, le face caméra est ici, Noah de l'autre côté. On va commencer par Nicolas, tu as 1 minute. Est-ce que Gabriel ou Flavien, pour le minuteur, on fait les choses dans les règles de l'art. On n'a pas encore de timer, peut-être l'année prochaine. Espérons-le. Tu me fais le top? Top, c'est parti. Alors non, je ne pense pas que ça puisse être un bien commun en danger, mais c'est un bien commun pour lequel il faut faire des ajustements et des investissements. Ça a déjà été fait et ça continue d'être fait pour la modernisation des moyens de transport, la modernisation des lignes, la modernisation des gares. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Il faut espérer, encore une fois, que l'héritage des Jeux Olympiques nous permettra d'avoir des transports de qualité, mais on a su le montrer par le passé notre talent. Les gens utiliseront de toute façon toujours les transports en commun, donc il faudra se montrer à la hauteur. Et si maintenant on arrive à faire en sorte que les travailleurs à Paris puissent habiter à Bordeaux grâce au télétravail et grâce à des transports qui leur permettent d'être à Paris par exemple en 2 heures, on devrait quand même réussir à moderniser et développer nos réseaux. En tout cas, je le souhaite. Combien le temps? 57 secondes, c'est parfait. Noah, face caméra, c'est à toi. Les transports en commun, un bien en danger, oui. Parce que la libéralisation à marche forcée de nos transports est en marche. Les conditions de travail des salariés dans le domaine des transports se dégradent. Le service de qualité qui était auparavant offert à nos Français ne l'est plus. Et nous, à la France Insoumise, on propose un grand service public du transport avec un investissement massif en lien avec les collectivités territoriales pour la création, pour la modernisation de nouveaux bus, de nouveaux tramways, de nouvelles lignes de métro et de nouvelles lignes de RER. Et ça peut aussi passer par le vote ce 9 juin pour une liste conduite par Manon Aubry pour les européennes, parce que nous proposons un passe-rail pour tous les jeunes de moins de 25 ans pour qu'ils puissent naviguer à travers les routes de l'Europe et de la France gratuitement. Le temps? 55. Messieurs, vous avez été très propres ce soir. À vos votes. D'Artagnan les a lancés. L'occasion pour moi de faire quelques petites publicités, notamment sur un appel aux dons, et je le ferai chaque semaine, puisque si vous étiez présent avec nous au début de cette émission, je vous parlais de l'Eurodébat de la jeunesse, sauf que pour l'organiser, on a besoin de dons, et on a besoin donc de vous. Et si vous souhaitez participer, tout don est bon à prendre. Si vous souhaitez participer à cette formidable aventure, d'abord humaine et démocratique ensuite, puisqu'il est question de démocratie, des jeunes et de la démocratie en général, si vous souhaitez participer et faire vivre cet élan, le Hello Asso, qui est présent dans le Linktree sur Instagram, voilà, n'importe quel don, et vous, voilà, on pourra fêter ça au fur et à mesure, chaque mercredi. D'ailleurs, tiens, lançons ça entre nous. On fera chaque mercredi l'avancée des dons, voilà, chaque mercredi, on vous dira quel don on a reçu durant la semaine. Et donc j'espère justement contribuer à cela. Et on citera d'ailleurs, puisqu'on reçoit ceux qui nous mentionnent, on vous félicitera et on vous mentionnera dans notre émission. C'est tout à fait normal. Deuxième information. Le tribaton. Le tribaton, et ben voilà. Le tribaton, et ben voilà. Et ben j'approuve le nom. Voilà, point d'accord. Lançons donc ce soir officiellement pour bien terminer l'émission. Il est lancé pendant 1 mois, donc on lance le tribaton. Et à vos dons pour faire vivre cet assaut avant tout et faire vivre le débat.
Deuxième information, la semaine prochaine, et oui, la semaine prochaine, on fera un débat sur l'école privée versus l'école publique. On devait l'organiser il y a 2 mois, on a eu un souci Un technique. grand sujet. Si vous vous rappelez, au mois de Non, février, ça va, grand d'accord. sujet. On ne sera vraiment pas d'accord. en effet. Ah, ça va être un beau sujet. Je pense que l'école publique doit être républicaine et gratuite pour toutes et tous. Eh ben justement, un professeur des écoles de On peut pas Seine-et-Marne empêcher sera les avec parents nous, de choisir. professeur de primaire, et face à lui, un étudiant de l'Uni-Sciences Po qui sera avec nous Ah. pour un débat donc haletant comme chaque semaine, la semaine prochaine. D'Artagnan, est-ce que les votes sont clôturés? N'hésitez pas à voter dans le carré Ah oui, noir. n'hésitez pas à voter. Ouais, Ah, dans le carré pour- noir. Ouais, un petit Faut voter dans le carré carré noir où il y a écrit Paul, donc voilà. Oui, parce que Je D'Artagnan, vous laisse depuis, quelques secondes. depuis lundi après-midi, il prépare son petit carré noir pour vous. Donc n'hésitez Oui, pas à donc, l'utiliser. cliquez dessus. Bah oui, parce qu'il travaille d'arrache-pied pour vous chaque semaine. On le voit pas, mais il est là. Hein. D'ailleurs, toute l'équipe que je salue ce soir, c'est l'occasion de remercier une nouvelle fois Flavien, Gabriel, Merci à vous. notre maître orchestre, et puis Déborah aussi qui a assisté Théo. Voilà, on la salue également. Et puis Chloé qui était là en tant que public ce soir. Voilà, on a que du public de temps à autre, ça L'équipe. fait du bien. Une équipe très sympathique. Eh bien, écoute, je te renvoie cette sympathie. Et très sage d'ailleurs. Quelques petites bribes de rire de temps à autre, mais bon, c'est dans la bonne humeur toujours, évidemment. D'Artagnan, C'est bon, je vais fermer les votes. il ferme les votes, il va annoncer donc le résultat. Donc ça a été très serré. Aïe. Pendant un moment, on était à 50% des deux côtés. Mais il y a eu un dernier vote qui a permis d'avoir un vainqueur. Et ce vainqueur, c'est Noah à 60%. Bravo, Noah. Bravo. Noah, notre tribun de la semaine, je te Je félicite. tiens à féliciter aussi Nicolas Qui a pour été très ce bon beau ce débat. soir. hein. Bah, Je suis, déjà 60-40, c'est plus que ce que nous prédisent les sondages aux européennes pour ton parti ou le mien. C'est En plutôt, effet, c'est de bonne augure. hein. Voilà, trait d'humour très important, messieurs, très important. Et merci donc à vous, chers viewers, d'être si présents chaque semaine, de plus en plus nombreux, on le remarque, et oui, on le remarque sur nos réseaux sociaux également, TikTok, Instagram, on a tout ça, lestribains.s à la fin, et vous allez retrouver donc nos chers débattants, ou débatteurs. Débatteur. Je fais tout le temps la faute, c'est terrible. D'ici quelques jours pour des petits réels, pas piquer des hannetons. Voilà. Et pour finir, tiens, j'avais envie de finir sur un petit dicton, puisque c'est la Saint-Étienne aujourd'hui. On salue les Stéphanois qui nous regardent, les Stéphanoises. Et à la Saint-Étienne, les jours croissent d'une aiguille et de laine. Et ça fait bien plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.